Ça y est, Emmanuel Macron est candidat à sa réélection à l'approche de l'élection présidentielle des 10 à 24 avril 2022. La rédaction de Mediapart tire son bilan. Pour cette élection présidentielle, Mediapart vous propose d'ailleurs une offre exceptionnelle, 3 mois pour 9,90 €. Alors il y a 5 ans, le 5 mai 2017, 2 jours avant son élection, Emmanuel Macron est venu à Mediapart, 2h30 d'entretien sur tous les sujets. Merci beaucoup, moi je suis très heureux de finir cette campagne ici, parce que j'avais apprécié la liberté de ton et le respect du débat. Le respect du débat. 2 jours après, c'était le second tour face à Marine Le Pen et aux électeurs qui s'apprêtaient à voter pour lui contre la candidate du Front National. Il avait fait des promesses. Je leur dois une plus grande vitalité démocratique dans les 5 ans. Et moi, j'ai été marqué, parce que les campagnes changent, par la colère qu'il y a dans le pays. Et il y a des fractures très profondes et il y a une colère qui aujourd'hui fait que si on veut agir, il faut réconcilier. Il faut réconcilier, nous avait dit Emmanuel Macron 5 ans plus tard, promesse contre réalité. On rembobine et on va faire le bilan avec la rédaction de Mediapart. Notre fil rouge, ce sera toi, Hélène Salvi. Salut. Salut. Tu es journaliste politique à Mediapart et tu nous racontes surtout depuis 5 ans ce quinquennat qui est en train de s'achever. Notre émission spéciale Macron, le bilan de Mediapart, c'est parti. Et on va commencer par passer à la moulinette les promesses démocratiques d'Emmanuel Macron. Avec toi, donc, Hélène, je l'ai dit, mais aussi nos journalistes Mathilde Goannec, Caroline Coq-Chedorge et Jade Lingard. Bonjour à toutes les trois. Hélène, commençons par cette phrase qu'on a entendue à l'instant. Il y a des fractures très profondes et une colère qui fait que si l'on veut agir, il faut réconcilier. 5 ans plus tard, cette phrase, elle résonne assez étrangement. Oui, elle résonne assez étrangement parce que c'est précisément l'une des choses qui n'a pas été faite. Emmanuel Macron lui-même l'a reconnu à plusieurs reprises. Il n'a pas su réconcilier ce qu'il appelait à l'époque la base avec le haut. Il l'a pas fait pour plein de raisons qui se sont exprimées pendant le quinquennat, alors de la façon la plus éruptive. On en reparlera avec Mathilde avec les Gilets jaunes, mais à plein de moments du quinquennat et notamment pour un problème qui est de l'ordre de sa nature profonde qui s'est exprimée pendant 5 ans par le biais de ce qu'on a appelé les petites phrases, les macronades, les macronicismes, voilà. Il y a eu plein d'expressions pour désigner ça. Quand on parle de ces petites phrases, on parle de quoi ? On parle de phrases anciennes qui ont blessé, quand il était déjà encore candidat, au moment où il parlait des gens qui ne sont rien. Puis pendant le quinquennat, quand il proposait à un jeune horticulteur de traverser de la rue et de trouver du travail. Plus récemment encore dans un journal, donc dans une forme beaucoup plus contrôlée, je dirais, que des phrases prises par des caméras, quand il expliquait qu'il avait très envie d'emmerder une partie des Français, en l'occurrence les personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner. Ça a été pendant 5 ans des coups de boutoir, littéralement, dans cette confiance qu'il voulait réinstaurer. Et ça a parfait une image qui se dessinait dès 2017, qui était l'image d'un président un peu hors sol, très arrogant, très méprisant, et il n'a pas réussi à la retourner, et bien au contraire. Avec une pratique du pouvoir extrêmement verticale. Mathilde Goannec, l'élément central, la fracture fondamentale finalement de ce quinquennat, c'est les Gilets jaunes. Oui, c'est les Gilets jaunes qui étaient un mouvement social très atypique, à la décharge entre guillemets d'Emmanuel Macron. Pas grand monde avait connu ça dans les quinquennats précédents. Ça a commencé sur une question un peu classique de pouvoir d'achat, de hausse du prix du carburant. Ça s'est transformé en grande remise en question démocratique et ça a été éteint, tu viens de le souligner Hélène, pas vraiment dans une perspective de conciliation. Il y a eu un petit recul sur le sujet même, le sujet de la taxe sur l'essence, mais ça s'est surtout éteint par une répression et un rapport à la rue très autoritaire, dans un cycle de violence chaque samedi quasiment ininterrompu. Donc on avait rarement vu un tel niveau de violence, même si certains quartiers populaires en avaient déjà fait l'expérience. Et donc la fracture, elle a été d'abord sociale et elle s'est muée en fracture politique, démocratique. C'est quand même un élément important du quinquennat. Et ensuite, il y a eu tout un tas de tentatives de remédiation, pour le coup, par le biais d'innovation démocratique. On va sûrement en reparler, mais il y a eu
le grand débat, il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, on a aussi eu la Convention citoyenne, on l'a oublié, sur les retraites, on a eu un collectif citoyen sur le vaccin qu'on a aussi oublié. Voilà, tout un tas d'éléments comme ça, parfois qu'on a considérés soit comme des gadgets, purs et simples, soit comme des expériences assez abouties en réalité de démocratie représentative, délibérative, mais sans aucune portée décisionnelle. Donc les choses ont fait flop, et c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, il y a le quinquennat de Macron et d'Emmanuel Macron, il y a son bilan politique, et puis il y a aussi la valeur qu'on accorde à la démocratie. Et ça, c'est durement attaqué, peut-être pour une longue période, quoi. En parlant de démocratie, justement, et de pratique du pouvoir, Emmanuel Macron faisait des promesses, là encore, très concrètes. Moins de présidents, plus de parlement. On écoute. Ce que je veux faire, mais ça dépend du président de l'Assemblée, parce que ça n'est pas un pouvoir du président de la République, c'est de changer la pratique de l'Assemblée. C'est d'avoir un vrai contrôle parlementaire. Les institutions ne l'empêchent pas, au contraire. Moi, je l'ai dit, je souhaite qu'il y ait une procédure d'audition parlementaire des ministres. Je souhaite qu'il y ait surtout la mise en place d'un vrai contrôle parlementaire et d'un vrai travail d'évaluation. On est tombé dans une pratique parlementaire qui affaiblit le Parlement. Et il faisait une autre promesse, encore plus précise. Dès que le sujet de la souveraineté nationale est en cause, on devrait avoir une commission d'enquête parlementaire. C'est vertueux de faire ça, de tout déplier. Il y a des choses qui doivent rester confidentielles. Elles sont classées secret défense. Mais les parlementaires ont à en connaître. Aujourd'hui, les commissions d'enquête ne peuvent pas trop faire parce qu'à chaque fois, on dit la justice est en train d'enquêter. Ça n'est pas dans les mœurs collectives. Là, ça s'est fait, mais le gouvernement n'a pas assez ouvert les choses. Donc vous garantissez que je vous le garantis, rendrez je pense possible. Je vais vous dire pourquoi je le garantis. Et je pense que c'est bon. D'abord parce que c'est bon pour le gouvernement d'avoir un contrôle extérieur. Parce qu'on ne gouverne pas de la même façon quand on a un contrôle extérieur. Avoir un contrôle parlementaire, c'est une discipline. Et Léaline nous disait donc plus de parlement, plus de démocratie, plus de contrôle. Oui, là, oui, il nous disait ça, oui. Mais là encore, ça a été balayé assez rapidement. En fait, il y avait une réforme institutionnelle assez profonde qui était engagée au début du quinquennat, qui a été déjà détricotée dans les négociations entre Édouard Philippe à l'époque et le Sénat, le président du Sénat, Gérard Larcher, donc qui était déjà, quand elle est arrivée en discussion au Parlement, très à minima. Et puis, été 2018, éclatement de l'affaire Benalla. Et donc là, il n'y avait plus personne pour révolutionner les institutions et ni gérer le contrôle de l'exercice du pouvoir, comme on l'a vu, on en avait déjà parlé au moment de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, justement. Là, il y avait plus grand monde à l'Élysée pour avoir très envie d'être contrôlé. Ça s'est passé de cette façon-là. Ça s'est passé aussi sur des choses très profondes qui étaient défendues, y compris en interne et surtout en interne. Je pense notamment à François Bayrou, qui était un allié et qui l'est toujours d'ailleurs du président de la République et qui avait fait une forme d'accord sur ces sujets, qui considère que c'est très important de changer notre système institutionnel, notamment sur la question de la proportionnelle, qui a été une espèce de spectre pendant 5 ans, que François Bayrou a essayé de remettre à chaque fois sur la table et qui n'a jamais été faite, avec cette particularité qu'a Emmanuel Macron de toujours hocher la tête quand on lui dit ça c'est intéressant, de dire oui c'est intéressant et puis derrière de n'en faire qu'à sa tête. Donc il y a eu toute cette forme-là d'abandon de quelque chose de quand même très important. Et par ailleurs, quand il parle de contrôle, ça c'est intéressant, là, Caroline en reparlera, mais pendant la crise sanitaire, on a eu justement l'exemple type de manque de transparence absolue de la décision publique. Emmanuel Macron, en disant très vite on est en guerre, a mis en place un conseil de défense dont jamais rien n'a fuité. Finalement, ça s'est toujours fait comme ça avec le Parlement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils disent mais le Parlement a toujours voté les lois. Oui, mais enfin, a posteriori. Et j'ajoute juste une dernière chose, c'est que vient de sortir un texte assez intéressant du vice-président La République En Marche de l'Assemblée nationale, Hugues Rançon, qui explique dans un communiqué les raisons pour lesquelles il ne se représente pas un second mandat. Et il explique très bien ça. Il dit, moi, je suis arrivé sur une promesse de révolutionner la politique. Pourquoi aujourd'hui je prends une décision ? Parce que j'ai un gros doute, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est devenu une chambre d'enregistrement et on a même entériné ça à tel point qu'on n'a plus fait vivre ce que doit être le Parlement, c'est-à-dire un endroit où ça discute, ça s'affronte, ça confronte des idées. On n'a pas fait ça. On a voté ce que l'exécutif nous imposait d'en haut. Alors Caroline, justement, sur la question de la gestion de la crise sanitaire, tu es journaliste santé à Mediapart, tu as beaucoup suivi évidemment cette crise sanitaire. Alors, bien sûr, le Covid, c'était pas prévu en 2017 quand on a reçu ici Emmanuel Macron à Mediapart.
Il n'en a donc pas parlé dans cet entretien avec nous, mais au moment de nous expliquer comment il allait gouverner, il avait quand même insisté sur l'importance de la vérité et le respect du savoir scientifique. On écoute. Je crois que si on veut redresser nos démocraties et la vertu sous-jacente à celle-ci, on doit reconstruire dans ces temps démocratiques ouverts le rapport à la vérité. Seuls les scientifiques et les sachants peuvent le faire. Reconstruire le rapport à la vérité, ces principes édictés en 2017, est-ce qu'ils ont été respectés depuis mars 2020 avec la gestion politique de la pandémie ? Alors, on peut accorder une certaine constance à Emmanuel Macron parce que le 12 mars 2020, vous vous souvenez, ce discours de confinement de la population où il annonce la guerre, en fait, il reprend les mêmes mots. Il parle aussi de confiance dans la science, dans celles et ceux qui savent. Alors, c'est probablement une image un peu naïve de ce qu'est la vérité scientifique, d'autant plus dans une pandémie face à un virus que personne ne connaît quand il débarque. Donc, en fait, il n'y a pas une vérité scientifique, c'est une vérité scientifique qui se construit, qui est sujette à débat, à la contradiction. Or, la difficulté avec Emmanuel Macron, tu l'as dit Hélène, c'est qu'il a décidé seul, alors que justement cette crise exigeait du débat, de la concertation. Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, qu'il a installé dès le départ pour le conseiller dans ses décisions, lui avait même écrit, on l'a révélé en avril 2020, en lui demandant d'impliquer la société. Ça impliquait d'impliquer les associations, la société civile, etc. Et donc, à chaque fois, il a décidé seul, en réalité, en Conseil de défense, sans aucun transparence sur les décisions qui ont été prises. Ces 3 confinements, il les a décidés seul, à chaque fois sous la pression du monde médical, effaré de voir se remplir les hôpitaux. Les débats parlementaires ont été très très vite évacués. Il y a eu ce moment début 2021 en fait où il a retardé le 3e confinement et où les parlementaires se sont plaints d'avoir à peu près aucune donnée pour étayer leurs décisions ou même être en débat avec le gouvernement sur ce sujet-là. On a même révélé qu'ils avaient communiqué aux parlementaires des courbes truquées. Alors il y avait à ce moment-là un gouffre avec l'Allemagne qui a débattu pendant 3 jours du reconfinement de la société avec les Länder au sein des parlements, etc. Ça a été à cette époque-là un peu crédible, c'était long, mais au moins tous les arguments étaient sur la table. Il y a eu même cet épisode un peu croquignolesque où on a parlé d'épidémiologiste en chef. Alors c'était pas une caricature des médias à ce moment-là, c'était vraiment les conseillers, les soutiens d'Emmanuel Macron qui diffusaient l'idée sans rire qu'il avait acquis des compétences d'épidémiologiste et qui pouvait donc décider tout seul et contre l'avis des scientifiques. Ouais. Alors on va pas en reparler parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais du pass sanitaire et vaccinal qui ont été largement débattus au Parlement, mais au final amendés seulement à la marge. Avec une difficulté à créer de la confiance dans la population pendant cette crise sanitaire. Oui, il y a eu une division de la société avec une partie de la société qui n'a pas adhéré à la vaccination et qui a probablement été même braquée par le pass sanitaire ou vaccinal. Une dernière chose quand même assez symptomatique et qui restera, je pense, c'est la visite d'Emmanuel Macron le 9 avril 2020 à Didier Raoult. Pascal Pascarello révélé 2 jours plus tôt dans Mediapart les méthodes scientifiques de Didier Raoult, qui était un secret de polichinelle dans le monde médical. Et donc, il a fait le choix d'aller cautionner cette figure scientifique controversée et d'alimenter donc ce canular mondial autour de l'hydroxychloroquine. Hélène, un petit mot là-dessus, peut-être sur l'utilisation, finalement, sur le rapport à la vérité dans l'exercice du pouvoir politique. Il y a un rapport à la vérité qui est très dévoyé, mais qui est le corollaire d'un rapport très particulier à la démagogie. On parlait justement de cette visite à Didier Raoult. Il faut savoir qu'en fait, ce pouvoir passe l'essentiel de son temps à regarder les courbes de popularité et les sondages, ce qui buzz sur Twitter et ce qui ne fait aucun bruit. Et en fait, tout s'est un petit peu inscrit là-dedans, ce qui a d'une certaine façon un peu dévalorisé la parole publique. Il y a eu des mensonges qui ont été proférés par le pouvoir. On se souvient de l'invasion de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière par Christophe Castaner. On se souvient de la militante Geneviève Brissac, la militante niçoise qui avait été victime de violences policières et à laquelle le président de la République s'était adressé en disant que à son âge, ce serait pas mal d'être sage.
Bon, voilà, toutes les histoires derrière... Alors qu'il y avait une charge policière très claire. Alors qu'il y avait une charge policière très claire et que d'ailleurs toute l'enquête derrière l'a démontré. En fait, on est toujours dans ce tiraillement entre la vérité et la communication. Et pareil, on va en reparler, je l'espère, parce que c'est un grand marqueur du quinquennat. Il y a eu un déni puissant au moment des Gilets jaunes et puis même après sur la question des violences policières. On a un président de la République qui a quand même dit les violences policières, ça n'existe pas dans un état de droit, ne me parlez pas de ça. Enfin, je veux dire, là, on est dans un... Si vous voulez, quand on vit une réalité, c'est pour ça qu'il y a toujours en politique cette distinction entre l'action et la perception. Les gens vivent une réalité de violence policière, de peur d'aller en manif, de collègues qui ont perdu un œil, une main ou que sais-je, et le président de la République dit que ça n'existe pas. Bon, là, il y a clairement un décalage avec la parole d'en haut, quoi. Alors, il y a aussi un autre élément, hein, Mathilde en a un petit peu parlé, mais sur la question de la pratique du pouvoir et la mise en scène de contre-pouvoirs ou d'assemblées citoyennes, eh bien, Emmanuel Macron avait là aussi fait des promesses. Ça, c'était quelques mois plus tôt, en novembre 2016, déjà sur le plateau de Mediapart. Je suis pour la délibération parlementaire, pour la délibération citoyenne, avec des référendums locaux qui peuvent s'organiser, des vrais débats. Je suis pour la vitalité démocratique, mais qui suppose de la clarté idéologique, de l'engagement sur des positions claires, pour de la délibération, mais en même temps pour de l'action. Avec le fameux « en même temps ». Mathilde, la délibération citoyenne, est-ce qu'elle a été au cœur de ce quinquennat ? Je pense qu'Emmanuel Macron endosserait en fait en réalité à nouveau cette position-là aujourd'hui. C'est-à-dire, si on l'interroge, il dira qu'il y a eu énormément de délibérations, des heures et des heures de débat, des processus assez inédits comme je l'ai dit auparavant. Mais en réalité, il n'a pas fait grand-chose en fait de cet outil-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que et pourtant ça a quand même irrigué en fait une partie des institutions locales notamment qui eux ont commencé à jouer le jeu. On verra la mise en œuvre, mais qui eux ont joué le jeu, comme quoi c'est possible en réalité, c'est juste que ça nécessite d'accepter de céder le pouvoir. Et c'est sûrement ce qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire. Et ça également, ça irrigue en fait aujourd'hui tous les programmes présidentiels. Donc d'une certaine manière, en tout cas à gauche, la question du RIC par exemple, qui était impensable il y a 5 ans maintenant, est un peu un passage obligé. Enfin voilà, donc en fait, il a d'une certaine manière, c'est une occasion manquée pour lui. Enfin, je veux dire, même si on réfléchit à sa stratégie de reconquête pour les mois à venir. Jade, tu couvres les questions d'écologie à Mediapart. Emmanuel Macron a aussi lancé une convention citoyenne sur le climat. Lorsqu'il a annoncé, d'ailleurs tu avais écrit à Mediapart qu'à condition de jouer vraiment le jeu, ça pourrait être une initiative potentiellement intéressante. Quel bilan peut-on en tirer ? C'est un bilan complètement négatif, c'est-à-dire que l'innovation démocratique, qui était d'une certaine manière la création d'une convention citoyenne sur le climat, avec la promesse que ce que déciderait cette convention serait accepté sans filtre. Ça avait été l'expression utilisée par Emmanuel Macron et transcrit en droit français, que ce soit par le Parlement, que ce soit par le règlement, que ce soit par référendum. Cette promesse-là, qui était une bombe en fait, un peu démocratique, on peut le dire, c'est-à-dire que c'était la promesse de court-circuiter tout ce qui détruit toujours les réformes nécessaires, plus que les réformes, les bouleversements surtout de notre système institutionnel, que rend nécessaire de se confronter au changement climatique. Tout ça, c'est toujours retardé par les votes parlementaires, l'assaut des lobbies, la frilosité, pour être poli, de la haute administration. Et donc là, il y avait la promesse d'ouvrir un canal direct entre les citoyennes et les citoyens et les institutions. Et c'était ça qui était intéressant. On a plein d'exemples. Il y avait eu l'Islande, par exemple, qui montre il y avait eu l'Islande où des citoyens et des mobilisations citoyennes avaient obtenu la possibilité de réformer la Constitution. C'est devenu autre chose après, mais il y avait cet imaginaire-là derrière, ce qui était donc une vraie promesse, sauf que ça s'est soldé par quoi ? Une loi tirée des délibérations de cette convention, complètement en deçà de ce qu'avaient demandé les citoyennes et les citoyens, mais je veux dire beaucoup plus grave, complètement en deçà de ce qu'il faudrait faire pour réduire les gaz à effet de serre et être à la hauteur de la promesse des accords de Paris qui demandent une décarbonation de l'économie d'ici 2050. En gros,
il faudrait baisser les émissions de CO2 de 100 millions de tonnes. Et là, la loi qui sort de cette convention, elle nous met sur le chemin d'une baisse de 10 millions de tonnes. C'est-à-dire c'est 10 fois en dessous, c'est-à-dire c'est ridicule. Donc là, c'est un énorme échec, à la fois climatique, mais aussi démocratique. On peut parler, puisque tu es là, tu es sur ce plateau, on va parler avec toi du nucléaire. C'était un sujet où il est beaucoup question de démocratie d'ailleurs, avec un certain goût du secret dans cette industrie. Emmanuel Macron, candidat, il n'a jamais promis la fin du nucléaire, ça c'est sûr, mais sur ce sujet, et aussi celui des énergies renouvelables, il avait quand même fait quelques promesses. Moi, je veux prendre sur ce sujet 2 engagements. Le premier, c'est que je lancerai tous les appels d'offres en renouvelables dès le début du quinquennat. Ensuite, ce que je veux faire, c'est, à la lumière de ce que l'autorité de sûreté nucléaire donnera, prendre les mesures de fermeture des centrales. Mais je ne le ferai pas sur un plan politique. Je le ferai sur la base de ce que l'autorité de sûreté nucléaire dira. Et si elle dit les coûts de rénovation de telle centrale sont de X ou Y, il faudra la fermer. Tu étais sur le plateau à l'époque, Jade, ces promesses, que sont-elles devenues ? Il ne s'est pas du tout passé ce qu'il a dit, c'est ça on peut le dire. C'est-à-dire que ce soit sur les énergies renouvelables, donc les appels d'offres, faut expliquer, c'est le système par lequel l'État ouvre la possibilité pour des entreprises d'installer des sources de production d'énergie, et donc notamment ces fameuses éoliennes qui mettent en colère beaucoup de monde. Donc c'est vachement important, c'est un outil majeur de commande publique en énergie renouvelable. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il n'y a pas du tout eu toutes les appels d'offres en début de quinquennat. Bon, on pourrait discuter de est-ce que c'était une bonne idée, mais je laisse ce débat de côté. En tout cas, il n'y a pas du tout eu. Donc je peux prendre l'exemple de l'éolien en mer, qui est au cœur de tous les scénarios de transition énergétique des grands pays européens. Là, il y a clairement la filière à 10 ans de retard. C'est-à-dire que là, au mieux, ce printemps va commencer la construction du champ d'éoliennes au large de Saint-Nazaire. Encore une fois, je mets de côté la discussion de est-ce que c'est une bonne idée ou pas, mais juste sur le respect de la promesse. Donc ça n'a pas été fait, et tous les médias se sont fait l'écho du fait que la France aujourd'hui est le seul pays de toute l'Union européenne à ne pas respecter ses engagements de part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie, puisque la France devrait être à 23% d'énergie renouvelable dans toutes ses consommations d'énergie, donc pas uniquement l'électricité, et on n'est qu'à 19%. Alors on va dire c'est 4 points, mais on est le seul pays de l'Union européenne à échouer sur cet objectif qui est voté depuis 2009. Et dernier point, rapidement, Emmanuel Macron nous dit on pourra fermer éventuellement. Voilà, donc là on n'a rien fermé, on n'a absolument rien fermé, c'est-à-dire qu'on a fermé l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, enfin on l'a empêché, on l'a arrêté, mais on n'a fermé aucun réacteur, et à l'inverse, il a annoncé la relance du programme nucléaire français, c'est une première depuis les années 1980, avec la commande de 6 EPR, et la perspective, pas hyper claire, mais la perspective quand même, sans doute inévitable, du prolongement au contraire de la durée de vie des centrales nucléaires existantes. Après, pour lui rendre quand même justice, à aucun moment l'autorité de sûreté du nucléaire n'a demandé à l'État français de fermer des centrales. Donc là-dessus, il n'est pas en décalage. Le problème, c'est qu'il avait à l'époque la promesse il avait donné la promesse de ne plus avoir de position politique sur le nucléaire, de, en gros, se conformer à des exigences de sûreté. Et en fait, la question de la sûreté a complètement disparu du débat public. Et à l'inverse, ce qu'on a entendu la semaine dernière avec son annonce, enfin, en tout cas dans son annonce de relance du programme nucléaire, ce qu'on entend, c'est au contraire un discours hyper politique, et moi je dirais même assez nationaliste, affirmation de la puissance de la France à travers son programme nucléaire. Eh bien, merci à toutes les trois. Hélène, tu restes avec nous. On va enchaîner sur le social et l'économie. Nous rejoignent Dan Israël et Faiza Zerouala. Alors en 2017, Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie de François Hollande, se présentait comme un candidat assez centriste. Il voulait, nous disait-il, libérer et protéger le fameux en même temps. Et voilà comment il résumait son projet économique. Le programme que je porte n'est pas un programme qui est fait pour les gens qui réussissent. C'est pour ça que j'ai assumé une part de réforme de l'ISF, mais je n'ai jamais cédé sur la part de l'ISF qui, pour moi, relève d'un enrichissement personnel. Propriété. C'est pour ça que le cœur de mon projet, dans l'éducation, le travail, c'est avant tout un projet de mobilité. Le problème, c'est que comme on n'a pas su réguler la liberté économique, elle s'est écrasée à la notion d'accumulation, et donc d'excès, excès environnementaux, excès en termes d'injustice. Et moi, je suis extrêmement préoccupé par ça, parce que je pense que c'est une menace à la fois
pour notre société, pour nos démocraties. Notre responsabilité aujourd'hui, et tout particulièrement la mienne si j'étais élu, c'est de faire vivre la liberté économique à laquelle je crois, et évidemment la liberté politique, en corrigeant les excès de ce monde. En corrigeant les excès de ce monde. Jolie formule. Dan, tu es responsable du pôle économie et sociale à Mediapart. 5 ans après, quel bilan ? Alors le bilan, il a été fait plusieurs fois. Si on en croit la direction du Trésor, c'est-à-dire Bercy, c'est-à-dire le gouvernement, en effet, ce quinquennat a permis de corriger les inégalités de ce monde, puisque selon eux, les 10% des ménages les plus modestes ont leur niveau de vie qui a augmenté de 4%, c'est-à-dire 2 fois plus que les 10% les plus riches. Donc de ce point de vue, on pourrait dire que le contrat est rempli. Sauf qu'il y a des études plus récentes et peut-être plus indépendantes qui ont été récemment rendues, encore plus récemment rendues. Et là, alors c'est l'Institut des politiques publiques, mais aussi le comité scientifique qui a été monté par le gouvernement lui-même pour évaluer les réformes. Là, le bilan est quand même beaucoup plus mitigé, parce que là, selon eux, les plus pauvres ont vu soit stagner leur niveau de vie, soit baisser, alors que les plus riches, mais vraiment la pointe avancée des plus riches, le 1% les plus riches, eux, alors là, ils ont vu leur niveau de vie augmenter, et c'est la catégorie des Français qui a vu son niveau de vie augmenter le plus. Pourquoi ? On l'entendait dans l'extrait. Dès 2018, Emmanuel Macron a mis en place plusieurs réformes qui ont favorisé ces 1% les plus riches, à commencer par la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, remplacé par un impôt sur la fortune immobilière, sauf que du coup ne sont plus taxés certains des revenus, et puis certains des marqueurs un peu caricaturaux des plus riches, mais quand même, les yachts, les chevaux de course, tout ça n'est plus taxé. Et puis ce qui a vraiment bénéficié à ces plus riches des plus riches, c'est ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire une imposition fixe et qui n'est plus progressive, qui ne monte plus en fonction des revenus, sur les revenus du capital, c'est-à-dire les dividendes et les revenus de bourse, par exemple. On a aussi, quand on a en tête le quinquennat, là, il y a des mesures qui ont touché les classes moyennes et qui ont aidé les classes moyennes, c'est sûr. Mais alors là, c'était pas du tout au programme. C'est quand même une conséquence directe du mouvement des Gilets jaunes, qui a démarré, rappelons-nous, le 17 novembre 2018. Et sous la pression, Emmanuel Macron, en quelques mois, là, pour le coup, a donné plus d'argent à une partie de ces catégories des classes moyennes, c'est-à-dire les gens qui travaillent. Élargissement de la prime d'activité, et aussi certaines aides pour les retraites, et puis des primes exceptionnelles. Donc là, il a un peu aidé, beaucoup plus aidé que prévu, les classes moyennes, mais c'était pas du tout le projet au départ. Mais ce qui n'a pas empêché d'être taxé parfois de président des riches. Faiza, on a parlé des riches. Parlons maintenant des gens qui sont les plus pauvres dans nos sociétés. D'ailleurs, le gouvernement en a souvent parlé. Ils ont même fait un plan de lutte contre la pauvreté. Que peut-on en dire et quel est l'état de la pauvreté aujourd'hui dans ce pays 5 ans plus tard ? Alors, effectivement, Emmanuel Macron a beaucoup misé sur son plan pauvreté, qui était quand même assez important. C'était 8,5 milliards d'euros sur 4 ans. Ils le reconnaissent eux-mêmes au gouvernement. La pandémie a apporté un coup d'arrêt à cela. Il y a eu beaucoup d'aides d'urgence qui ont contribué à éviter que la pauvreté explose. Par exemple, ils ont donné 2 fois 150 euros aux ménages les plus modestes qui touchent le RSA. Mais du reste, on a vu beaucoup de petites mesurettes comme les petits déjeuners gratuits, la cantine à moins de 1 euro. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment encore massif. Et la promesse principale, enfin l'une des promesses phares appelées par toutes les associations et les acteurs, tournés vers la jeunesse, c'était le revenu universel d'activité qui devait fusionner tous les minima sociaux et être ouvert aux 18-25 ans qui aujourd'hui sont exclus du RSA. Ça n'a pas été fait et ils ont préféré opter pour un contrat d'engagement jeune qui permet à 500 000 jeunes de recevoir 500 euros par mois, mais en échange d'un engagement à suivre un parcours d'intégration ou une formation. Et on peut peut-être dire qu'en plus, ce revenu d'engagement, il n'est pas encore, à la fin du quinquennat, il était à peine en démarrage très discret. C'est ça, c'est très embryonnaire encore une fois. Alors, des promesses, il y en a eu aussi, pas que sur les questions fiscales, il y en a aussi sur le chômage et le suivi des demandeurs d'emploi, et elles étaient, là encore, assez précises. Je ne veux pas du modèle anglo-saxon, qui est un modèle injuste. Je ne propose pas, moi, les mini-jobs, etc. La clé, c'est d'avoir l'efficacité économique et de réussir à tenir la cohésion sociale. S'il n'y a pas d'offres qui correspondent à vos compétences, je vous forme.
Et c'est là la révolution. Et j'assume de payer 6 mois, 1 an, 18 mois de formation qualifiante pour que vous puissiez changer de vie professionnelle. Ce qu'on ne fait pas du tout. Dan, cette révolution sur le travail, sur le chômage, sur les demandeurs d'emploi, sur l'emploi, a-t-elle eu lieu ? Alors, je vous forme. C'est vrai, il y a eu un grand plan de formation qui a été mis sur les rails, très ambitieux, en tout cas sur le papier. On parle de, en 5 ans, former 1 million de demandeurs d'emploi peu qualifiés et aussi 1 million de jeunes qui sont éloignés du monde du travail. Ok, ça a été fait, mais encore une fois, il y a eu plusieurs évaluations par la Cour des comptes et aussi par ces fameux comités mis en place par le gouvernement pour évaluer les réformes. Et là, les résultats sont plus mitigés. D'abord, c'est pas vrai que je vous forme 6 mois, 12 mois, 18 mois. Les formations longues et qualifiantes, qui coûtent très cher, sont quand même plus rares que des formations plus resserrées. Typiquement, on vous apprend, on vous aide à passer le permis de conduire. C'est super, mais c'est pas forcément une formation qualifiante. Ensuite, on retombe sur un paradoxe qui est très courant dans ces questions de formation et qui est connu depuis de longues années, c'est que ceux qui bénéficient le plus des formations, c'est des gens qui sont déjà bien formés et qui connaissent un peu le système. Plus vous êtes formé, plus vous avez accès à une formation et mieux vous serez encore formé. Donc là, il y a quelque chose d'un peu compliqué. Après, on entend parler de mini-jobs, etc. Bon, c'est vrai que Emmanuel Macron a une vision très particulière de l'emploi. On se souvient de la façon dont il avait alpagué un jeune horticulteur en 2018 en lui disant « je traverse la rue et je vous trouve un boulot ». Donc il y a cette vision de « il faut y aller, quoi qu'il en coûte ». Si on veut, on peut. Bien, si on veut, on peut. Alors, c'est vrai en partie, mais il y a quand même plusieurs problèmes, à commencer par une des grandes réformes du gouvernement, c'est la réforme de l'assurance chômage, qui, là, en fait, ne vous aide pas du tout si vous êtes prêt à prendre tous les petits jobs qui passent. Vous prenez un petit boulot, après vous êtes de nouveau au chômage, vous reprenez un petit boulot, et bien là, avec cette réforme qui a mis longtemps à être mise en place, mais qui est active depuis le 1er octobre, là, vous êtes sérieusement pénalisé. C'est des travailleurs... Ça concerne plus d'1 million de personnes. Hein. Ça concerne plus d'1 million de personnes, avec parfois des pertes d'allocation chômage très importantes. Et là, c'est compliqué. L'idée est de forcer les gens, enfin d'inciter les gens à aller prendre des boulots fixes et stables. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas du tout assez. Il y a 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Même si les personnes inscrites qui travaillent, qui n'ont pas du tout travaillé, ce nombre est en forte chute pendant le quinquennat, c'est certain. En revanche, le nombre des gens qui ont des petits boulots vraiment est très haut. Donc en tout, 6 millions de personnes, il n'y a pas 6 millions de postes fixes en France en ce moment, c'est certain. Donc promesse plutôt pas tenue. On va parler d'un autre sujet social qui, alors pour le coup, était très brûlant pendant le quinquennat, la réforme des retraites. Emmanuel Macron nous promettait une réforme, oui, mais une réforme juste. Dans les 5 ans qui viennent, je garantis le maintien de tout. Il n'y aura pas de décalage de l'âge de départ, il n'y aura pas de baisse du niveau des pensions, il n'y aura pas d'augmentation du niveau des cotisations. Moi, je crois au système par répartition, mais je veux qu'il soit transparent. Donc, ce qu'on va mettre en place, il y a d'abord un temps de concertation, de négociation, puis on légiférera, premier semestre 2018, pour mettre un système en place unique, où chacun aura accès à son compte unique, à point, par répartition. Dan, cette réforme, elle a été initiée et elle a été très mal reçue. Oui, alors c'est vraiment... Alors d'abord, cette réforme des retraites, c'est ce qu'on a appelé avec Hélène ici présente la victime collatérale de la pandémie, c'est-à-dire que elle a été votée à l'Assemblée nationale, elle aurait pu se mettre en place et tout s'est arrêté en mars 2020 avec l'irruption du Covid et ça n'a pas repris. Mais c'est vrai que d'abord c'était des mois de débat, des mois de mobilisation dans la rue, c'est une des plus grosses mobilisations sociales des 20 ou 30 dernières années, décembre 2019, janvier 2020. Bon, elle était quand même assez mal partie, en tout cas dans les têtes, mais on aurait pu la faire. Et là, c'est intéressant de prendre Emmanuel Macron à ses mots, parce qu'il dit il n'y aura pas de baisse du niveau des pensions. C'est pas tout à fait exact, puisque l'idée de ce système à points qui était prévu, c'est que quand vous prenez votre retraite, vous ne savez pas, enfin jusqu'à l'année où vous prenez votre retraite, vous ne savez pas exactement combien vous allez toucher. Parce que vous accumulez des points, mais on ne vous dit qu'au moment où vous prenez la retraite, combien valent ces points. Et ça, c'est quelque chose qui s'ajuste chaque année, en général pas à la hausse, en fonction du nombre de retraités, de leur espérance de vie, du niveau de l'économie générale. Et donc, plutôt globalement, d'année en année, le niveau des pensions allait plutôt baisser. Et puis, on peut dire que le seul point qui était fixe, c'est pas de hausse de cotisation, c'est-à-dire qu'il y a un refus très strict de la part d'Emmanuel Macron et de son gouvernement des dernières années les entreprises ne peuvent pas payer plus en fait. Donc en fait la marge d'ajustement elle est sur il va falloir travailler plus. Donc il dit on recule pas l'âge de départ, ça c'est pas vrai. Et d'ailleurs, il a quelques idées pour, dans le cas où il serait réélu, il a quelques idées déjà qui commencent déjà un petit peu à être entreprises. Alors voilà, donc bien sûr les choses ne sont pas fixées tant que l'échéance n'arrive pas, mais dans son entourage on dit souvent et beaucoup si Emmanuel Macron est réélu, on va profiter de l'impact
et on va aller vite, on va faire une réforme en quelques mois. Alors sauf que là, la réforme, c'est pas du tout celle qu'il avait présentée en 2017, c'est pas du tout celle dont il nous a parlé sur le plateau. Ça serait une réforme qui ne toucherait pas le système général, et ça serait simplement ce qu'on appelle une réforme paramétrique, c'est-à-dire reculer l'âge de départ à la retraite. Et alors là, pour le coup, l'assumer complètement. Une réforme que beaucoup de spécialistes du système trouvent injuste, voire vraiment bête. On va passer rapidement à l'industrie. En mai 2017, dans l'entre-deux tours de la campagne, quand il était venu sur le plateau de Mediapart, il y avait un dossier très chaud, c'était celui de l'usine Whirlpool d'Amiens. C'est une usine de sèche-linge délocalisée pour des raisons purement financières. Emmanuel Macron et son adversaire Marine Le Pen avaient d'ailleurs visité l'usine, c'était fin avril 2017. Et voilà, quelques jours plus tard, ce que disait Emmanuel Macron, très affirmatif sur notre plateau. Whirlpool, c'est inexplicable. Faut pas chercher à tortiller, c'est inexplicable. C'est un choix souverain d'une entreprise brutale, totalement cynique, d'une hyper-violence, concomitant avec un versement de dividendes. Donc, je n'ai pas cherché à l'expliquer aux salariés. Je peux simplement leur dire, parce qu'il y a une liberté d'entreprendre dans notre pays, parce que j'ai envie que d'autres entreprises investissent, je ne peux pas interdire à une entreprise de fermer son site en France. C'est pas possible. Par contre, je serai très dur sur le plan social, je veux reconvertir le site, former les gens, voilà. Je serai très dur sur le plan social à Whirlpool et ailleurs. Quelle a été sa pratique en matière de politique industrielle ? C'est vrai que Whirlpool, c'est un bon symbole. Ça concernait, je vais dire, seulement un peu moins de 300 salariés, donc c'est pas une masse énorme, mais ça dit beaucoup. Et ça dit beaucoup aussi parce que là, tout récemment, le 1er février, il y a un monsieur qui a été condamné à Amiens, qui s'appelle Nicolas Decailleux, condamné pour abus de biens sociaux, et en fait, c'était le repreneur de l'usine Whirlpool une fois que Whirlpool était parti. Une reprise qui a été appuyée par le gouvernement, par la préfecture, par la région, par Xavier Bertrand, le président de région. Donc vraiment un monsieur qui était poussé, et en fait, il a repris l'entreprise, il a repris un peu plus de la moitié des salariés, et pendant un an, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de clients, les gens ne travaillaient pas, ça a fait faillite très vite. Il est difficile de penser que les pouvoirs publics ne le savaient pas. Donc non seulement il a fait faillite, et en plus donc, il a récemment été condamné parce qu'il se versait un trop gros salaire, ce Nicolas Decailleux, qui était le patron du MEDEF local, par ailleurs. C'est un bon exemple. C'est compliqué, quoi. Ce sujet est compliqué, et pour Emmanuel Macron, et il le sait très bien, c'est le talon d'Achille de son bilan, comme le dit notre cher collègue Martine Orange, parce qu'il est pas... Lui, il dit on a relancé l'emploi industriel. Ouais, il dit ça. Le gouvernement a dit récemment que 100 000 emplois avaient été soit sauvés, soit créés grâce à la relocalisation des usines en France. Sauf que le bilan d'Emmanuel Macron, il n'est pas sur 5 ans, il est sur 10 ans, parce qu'il était secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'économie sous François Hollande, et c'est déjà lui qui s'occupait de ces dossiers. Et en 10 ans, les chiffres sont très mauvais. La part de l'industrie dans le PIB en France est passée de 20% à 10%. On se retrouve vraiment en queue de peloton des pays de l'Union européenne. On est plus mauvais que tout le monde, sauf Chypre, Malte et le Luxembourg. Il y a 100 usines qui ferment par an, il y a environ 1 million d'emplois qui ont été détruits. Donc franchement, c'est pas très bon. Et quand on voit Emmanuel Macron dire qu'il sera volontariste, etc., ça me fait penser à un documentaire qui est sorti tout récemment, qui est très bien, d'une documentariste qui s'appelle Hélène Desplanques, qui a suivi pendant 18 mois la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Donc dans ce documentaire, le ministère, en fait, on voit une ministre qui écoute, qui reçoit des salariés en difficulté, qui tente de les aider, qui passe des coups de fil aux groupes internationaux, qui tente, et puis qui à la fin dit, ma bonne dame, on peut rien faire. On n'en est vraiment pas loin. Et donc, je trouve une image un peu dure pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Ça nous amène au dernier extrait de cette deuxième partie sur l'économie sociale. On va écouter un autre passage de l'entretien de 2017 qui était très intéressant. Emmanuel Macron qui parlait des classes moyennes avec, vous allez voir, une certaine gravité. Et si nous n'arrivons pas à remettre, justement, de la justice, de la convergence entre les pays, en particulier de l'Union européenne, entre nos sociétés, nos démocraties sont mortes. C'est simple. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que dans 5 ans, moi je pense en France, c'est fini. Mais en Europe, c'est fini. Parce que si les classes moyennes ne se retrouvent pas dans ce pacte qui les ont toujours fait grandir, elles diront stop. Sur le sujet économique et social, celui du chômage comme celui des inégalités, celui de la capacité à produire. 9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. La question démocratique, tous ces sujets dont on voit les fêlures, voire les fractures dans notre société. Si j'échoue ou à les régler, ou en tout cas à apporter une réponse et un début de réponse palpable, dans 5 ans, ce sera encore pire. Et dans 5 ans, là, ce dont se nourrit le Front National sera encore plus vivace.
Hélène, on voit ces phrases assez solennelles. On peut dire 5 ans plus tard, ce dont se nourrit l'extrême droite semble encore plus vivace. Oui, en fait, c'est assez étonnant de regarder ces images, même si dans l'exercice de nos fonctions, nous l'avons fait souvent, mais c'est assez étonnant parce qu'Emmanuel Macron, en 2017, posait un bon diagnostic. De quoi se nourrit le Front National, enfin le Rassemblement National aujourd'hui, l'extrême droite a fortiori, c'est précisément des inégalités, du sentiment de déclassement, de la pauvreté, de la misère sociale, pour résumer. Or, Emmanuel Macron, en 2019, a switché et a décidé de combattre l'extrême droite comme tous ses prédécesseurs l'ont fait, avec le succès qu'on connaît, c'est-à-dire en allant sur son propre terrain, donc en parlant d'immigration, en parlant de voile, d'islam, alors souvent ils disent laïcité, mais en fait bon, ils parlent d'islam, et en courant un petit peu derrière l'extrême droite sur ces sujets-là. Ce qui est assez fascinant quand même, c'est de voir que pendant ce temps-là, Marine Le Pen, pour ne parler que d'elle, avait déjà acquis ce terrain. Donc elle parlait plus du tout de ça. Elle parlait en revanche des brèches d'Emmanuel Macron, et notamment de la question sociale évidemment, mais de la question aussi des libertés publiques, sur lesquelles il y aurait 1000 choses à dire sous ce quinquennat. Et en fait, pendant que lui tentait vainement de combattre l'extrême droite avec les outils d'il y a 15-20 ans, d'une certaine façon. Voilà, elle était déjà partie sur d'autres sujets. Ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est vraiment assez politique, mais qui, une fois de plus, a émaillé ces 5 années de pouvoir, qui est la question de l'espace qu'on occupe politiquement. On le sait, Emmanuel Macron a souhaité créer une force centrale, d'où le fameux dépassement et de droite et de gauche, finalement et de droite, mais en tout cas, occuper le maximum d'espace au milieu de ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuelle Mignon, qui est une ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, dont on ne peut pas franchement taxer le gauchisme, qui expliquait qu'il y avait un risque à ça, notamment à des moments où, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, des tribunes sortaient sur l'idée de faire un grand parti unique, que si en fait on aimait la France, c'était avec ou derrière nous. Et Emmanuelle Mignon, à cette époque-là, avait théorisé dans un entretien assez intéressant le fait que c'était démocratiquement un énorme problème. Pourquoi ? Parce que quand on occupe cette place centrale et qu'on est au pouvoir, et que finalement les oppositions, même si elles n'ont pas attendu Emmanuel Macron pour être dans l'état dans lequel elles sont, il n'a jamais aidé, bien au contraire, par des stratégies politiciennes, il a fini d'enterrer, j'ai envie de dire, et la droite classique et la gauche classique. Il n'a pas vivifier les oppositions, loin s'en faut. Et donc en faisant ça, finalement, le constat que faisait cette ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, c'était de dire, d'accord, mais quand la seule alternative en face est l'extrême droite, qu'est-ce qui se passe au moment où il y a une crise ? C'est quoi l'alternative du coup ? C'est l'extrême droite. Et dans quoi on se retrouve aujourd'hui ? On se retrouve dans cette alternative encore. Donc il n'a pas, contrairement à ce qu'il racontait en 2017, les stratégies politiques, mais à dessous, ont rattrapé la réalité. Et on se retrouve avec 2 candidats d'extrême droite qui nous disent... 2 candidats d'extrême droite, plus pléthore de candidats et de candidates qui emploient la même rhétorique. Ouais. Dan, quelques mots là-dessus sur les classes moyennes, si on revient plus sur la question économique. Finalement, ce qu'il nous dit dans cet extrait, c'est aussi, on parlait des fêlures au début de cette émission de la société, c'est aussi une sorte de résumé économique de ce quinquennat. Tout à fait, c'est vraiment frappant de voir qu'il décrit en fait en avance ce qui était le mouvement des Gilets jaunes. Comme souvent dans le macronisme, le diagnostic est très bon. Après, la question, c'est est-ce que les solutions apportées vont permettre d'éviter ces problèmes, de les régler, voire d'améliorer la situation ? Bon, là, c'est quand même plus compliqué, on est assez critique évidemment, mais là, je pense qu'ils ont raté une occasion de comprendre ce qui était en train de se passer sous leurs yeux. Merci à tous les 3. Merci Dan Israël, merci Faiza Zerouala. On va passer maintenant au sujet de société. Me rejoignent Redija Zerouali et Camille Polony. Camille Polony qui suit à Mediapart les sujets liés à la police et Redija Zerouali et toutes les questions liées à la jeunesse. Mais d'abord avec toi Hélène, on va se pencher sur la question de la laïcité dont on a énormément entendu parler pendant ce quinquennat. En novembre 2016, quelques jours avant de déclarer sa candidature, voilà ce qu'Emmanuel Macron en disait face à la rédaction de Mediapart.
la laïcité, c'est une liberté. Pourquoi cette parole est minoritaire? Finalement, c'est un échec. Mais parce que je pense qu'il y a... J'espère que non, parce que la bataille n'est pas finie. Si les laïcistes gagnent en mai prochain, je pourrais vous dire que j'aurais perdu cette bataille. Hélène, quand on connaît les épisodes qui ont suivi, on écarquille un peu les yeux. Oui, et puis on peut dire surtout que ils ont bien gagné la bataille pendant 5 ans, parce que Emmanuel Macron est finalement resté, lui, sur sa ligne de départ, c'est-à-dire une ligne plutôt libérale en la matière, sauf qu'il a laissé vivoter pendant 5 ans des débats au sein de sa majorité, au sein de son gouvernement. Il a laissé certains ministres prendre du poids sur ces sujets-là. Je pense notamment à la ministre en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui, eux, défendent une vision de la laïcité qui est très politique. Ce qu'il appelait laïciste, finalement. Laïciste, complètement, qui est très politique, très éloignée, finalement, du droit. Ce qui est assez fascinant, c'est que même institutionnellement, ça a créé beaucoup de remous. Ce quinquennat aura marqué la fin de l'Observatoire de la laïcité, qui était pourtant dirigé à l'époque par Jean-Louis Bianco, qui était pourtant salué pour son travail par beaucoup d'acteurs de terrain, par beaucoup de chercheurs et de chercheuses, et qui a pris fin l'an dernier, au printemps 2021, si je ne m'abuse. Et en fait, tout ça est le fruit j'allais dire de lobbying, mais non, en tout cas de personnes qui ont poussé leurs idées, qui sont des personnes que Emmanuel Macron à l'époque qualifiait de laïcistes, dont on connaît en fait un petit peu les réseaux, c'est-à-dire très proches de Manuel Valls, de l'écosystème du printemps républicain, qui sont des personnes qui, au fur et à mesure, ont pris de plus en plus d'importance au sein de la majorité et du gouvernement, tant et si bien que sont arrivés des sujets dont on n'aurait vraiment pas cru les macronistes capables de s'emparer. La question d'une candidate voilée sur une affiche pendant les départementales. Candidate En Marche ? Candidate En Marche, qui a créé une polémique pas possible, telle que Twitter les adore, qui respectait absolument la loi, mais donc qui a été écartée pour ces raisons. Je sais même pas, je crois que je ne peux même pas les compter en fait sur les doigts d'une main, mais des polémiques sans fin sur les sujets traditionnels, le voile, traditionnel, mais enfin globalement tourné autour de l'islam et des musulmans et des musulmanes. Donc le voile, les listes communautaires, enfin plein de sujets ont émergé comme ça, jusqu'à la trouvaille de l'année, qu'on aime beaucoup à Mediapart, qui est le wokisme. Le grand spectre du wokisme, vraiment c'est la peur numéro 1, à tel point que des ministres comme Sarah El Haïry, dont Khadija va reparler sans doute, ont expliqué publiquement que c'était sa plus grande peur. Bien plus finalement que les discours d'extrême droite. Ce qui l'inquiète aujourd'hui en France, ce sont les discours intersectionnels. Le ministre de l'Éducation nationale a même donné un colloque organisé à la Sorbonne sur ces questions-là, en expliquant que c'était le plus grand virus qui débarquait en France. Et Emmanuel Macron, même si sur la question de la laïcité est resté plutôt sur sa ligne de départ, quand même est arrivé au fur et à mesure sur ces sujets-là aussi, s'emparant de sujets passionnants comme le déboulonnage des statuts, comme la recherche universitaire, laissant dire à Frédérique Vidal, sa ministre, que quand même il y avait un énorme problème d'islamo-gauchisme dans les universités, lui-même disant que les chercheurs et les chercheuses, en tout cas le monde universitaire, avait cassé, je cite, la République en deux. Enfin bon, on est parti vraiment dans des sphères assez lointaines. Tout ça, pourquoi ? Pour arriver aujourd'hui avec des soutiens, des nouveaux soutiens, qui avaient beaucoup critiqué Emmanuel Macron en 2017. Je pense notamment à Zineb El Razoui, l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo, qui dernièrement a fait, comme elle l'appelle, son coming out macroniste, en disant que ça lui allait très bien, alors qu'elle l'avait elle-même taxé de tous les maux. Et avec un entourage d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui nous explique, après coup, qu'en fait on avait mal compris. Que ce qu'il disait sur notre plateau en 2017, c'était simplement parce que en fait, il se positionnait à l'époque contre Manuel Valls, mais que finalement ils sont pas si éloignés que ça. Et voilà.
c'est l'une en fait des principales évolutions d'Emmanuel Macron sous ce quinquennat. Alors, un autre gros sujet qu'on avait abordé avec Emmanuel Macron le 5 mai 2017, c'était l'éducation, mais aussi la question des discriminations, un sujet dont Emmanuel Macron parlait alors énormément. On va voir. Sur le sujet, je pense que j'ai l'un des programmes qui est les plus ambitieux. Là, je vous le dis. Alors là, sur le plan économique et social, la plupart, ce sont des zones d'éducation prioritaire. 12 élèves par classe en CP-CE1 pour justement aider à la réussite scolaire. Ensuite, sur le plan de l'orientation, je mets du tutorat dès la fin de collège, des moyens, du post-bac, parce que l'inégalité, elle se crée là, même quand on a des diplômes pour avoir un job. 3, je généralise le testing à l'embauche, généralisation, priorité de l'inspection du travail sur ces testings, pénalisation de la pratique et name and shame, pour parler en bon français, c'est-à-dire qu'on sort les entreprises qui sont les plus délinquantes. Alors, sur ce dernier volet, sur la question des discriminations, pour ce qui est du name and shame, c'est-à-dire révéler les noms des entreprises les plus réfractaires en matière de diversité, la promesse, disons-le clairement, n'a pas été tenue. Selon plusieurs études, les discriminations perdurent, surprise, notamment une étude qui a été lancée par le gouvernement fin 2018. Une personne avec un nom maghrébin a 20% de chances en moins de recevoir une réponse lors d'une candidature à une offre d'emploi et 30% de chances en moins d'être contacté après une candidature spontanée. Voici pour les discriminations. On passe maintenant avec toi, Faiza, à l'école. Que peut-on dire de ce que nous annonçait Emmanuel Macron ? Alors, on peut dire évidemment que cette promesse ambitieuse, faut le reconnaître, de dédoublement des CP-CE1 et aujourd'hui grande section en éducation prioritaire, donc REP et REP+, a été fait. On ne peut pas y avoir échappé, sachant que le gouvernement l'a brandi pendant 5 ans. C'est la réforme sociale. Voilà, c'est la vitrine sociale. Mais il y a quelques bémols à apporter à cette réforme. Évidemment, c'est très bien sur le terrain, les enseignants sont assez contents. Seulement, il faut préciser quand même que l'éducation prioritaire, c'est seulement 20% des élèves. Donc, il y a 80% des élèves qui ne sont pas concernés par ces mesures. Et elles ont été, donc, cette mesure a été évaluée. Il apparaît quand même, par les services du ministère, le service statistique, il apparaît qu'au regard de l'investissement, évidemment les résultats sont meilleurs, mais qu'au regard de l'investissement, ça pourrait être mieux, parce que c'est quand même 500 millions d'euros qui ont été du coup retirés à d'autres choses. Pour le reste, il y a eu d'autres réformes emblématiques. Déjà, on peut souligner que Jean-Michel Blanquer, il affiche une longévité assez exceptionnelle rue de Grenelle sous la Ve République, parce que il n'a pas bougé depuis le début du quinquennat. Il a voulu réformer à tout va, quitte à s'aliéner les organisations syndicales, les enseignants, parce qu'il veut aller très vite, trop vite sûrement. Et la meilleure illustration de ça, c'est la réforme du baccalauréat et du lycée, qui franchement ressemble à une usine à gaz, et donc qui a transformé le visage de l'examen du baccalauréat, qui est quand même assez mythique. Aujourd'hui, c'est 40% de contrôle continu. Donc, avec des choix de spécialité qui peuvent être complexes, si on ajoute cela à Parcoursup, typiquement pour l'université, donc pour l'orientation, à la fin du lycée, Parcoursup génère beaucoup de stress. C'est vraiment une réforme d'initié qui a renforcé les inégalités, parce qu'il faut faire les bons choix. Et justement, on s'est rendu compte que par ailleurs, en amont, la réforme du lycée, avec le choix des spécialités, avait créé un dommage collatéral, à savoir que les filles abandonnent davantage les mathématiques en classe de première, parce que pour plein de raisons, elles se sentent moins armées pour prendre par exemple une spécialité qui s'appelle maths expert. On sait que maths expert, ça va les dissuader d'y aller. Donc ça, c'est par petits gestes. Cette réforme, elle est très complexe et pas très bien vécue sur le terrain. Les enseignants, l'ont beaucoup expliqué, ont fait des grèves pour ça. Enfin, il y a eu la réforme est vraiment mise en place au forceps. Du reste, sur le tutorat, ce dont il parlait, il y a eu des petites choses qui ont été mises en place. Devoir fait, c'est au collège. Ça permet d'avoir 2 heures par semaine de tutorat à l'école, mais seulement ça répond au volontariat. C'est sur la base du volontariat, donc de fait, les élèves les plus en difficulté ne vont pas vouloir bénéficier de ces dispositifs. Il va y avoir les cordées de la réussite. Les cordées de la réussite, c'est du tutorat entre étudiants de grandes écoles et élèves
de quartiers défavorisés. Mais le problème, c'est que c'est très peu généralisé. Et puis, ça entretient cette illusion méritocratique très chère à Macron, qui est, via aussi les internats d'excellence qui ont été renforcés, qui va être de vouloir un peu avoir des alibis de la réussite en disant, regardez, quand on veut, on peut. Si on a envie de se hisser et sortir de sa condition, on peut le faire. Et enfin, dernière chose qui est importante de souligner, c'est qu'il y a un gros point noir dans le bilan Blanquer, parmi tant d'autres, qui est assez emblématique, qui a été pointé par la Cour des comptes en décembre, c'est le manque de remplaçants. Donc ça, on voit que ça fait perdre, au-delà de la gestion erratique de la crise sanitaire, mais on ne va pas revenir dessus. Cette question du remplacement, c'est quand même fait cruellement, le besoin s'est fait cruellement sentir à cette occasion. Et on voit que donc la Cour des comptes, estime que cela a fait perdre aux élèves 10% d'heures de cours au lycée, que seulement 20% des absences de courte durée, donc de quelques jours, sont remplacées. Et la Cour des comptes, encore une fois, a calculé que le coût global des absences se chiffrait à 4 milliards d'euros, ce qui est assez énorme. Et mieux, elle a parlé beaucoup sont dus au dysfonctionnement Exactement. Et la Cour des comptes a même parlé de défaillance institutionnelle à propos de ce problème, qui est amplifié par le manque d'attractivité du métier d'enseignant, où on a perdu beaucoup d'enseignants également, malgré les tentatives de revalorisation salariale, mais là encore, qui ne sont pas du tout abouties. Merci Faiza, ça nous fait une transition toute trouvée avec toi, Redidja. En 2017, Emmanuel Macron, sur notre plateau, là encore, lançait une adresse solennelle. C'était même sa conclusion ce jour-là. Elle était pour la jeunesse. On va regarder, c'était assez théâtral. Je ne lui promets pas le bonheur, parce que c'est une promesse dangereuse. Et personne ne peut la tenir. L'engagement que je veux prendre, c'est qu'elle puisse être libre de choisir son avenir quel qu'elle soit. Et donc ce contre quoi je lutterai toujours, c'est en effet contre ceux qui frappent la jeunesse et contre ceux qui la bloquent. Qui lui disent qu'elle a une place à signer ou qu'elle a un destin déjà écrit. Parce que c'est aujourd'hui ce à quoi nous sommes rendus. Et quand la République en est là, c'est qu'elle a trahi ceux qui l'a fondée. Redidja, moment d'émotion quand on écoute cette phrase. Qu'est-ce que t'inspire cette phrase? Je vois que tu souris. Oui, moi, je suis émue. Qu'est-ce que t'inspire cette phrase d'Emmanuel Macron, juste avant d'être élu, par rapport au bilan, ce qui a été fait sur la jeunesse? Oui, bon, Emmanuel Macron, donc le plus jeune des présidents de la Ve République, moi je l'appelle le faux président des jeunes, nous a resservi son discours méritocratique à toutes les sauces lors de son quinquennat, Faiza l'a bien dit, mais dans la vraie vie, il y a des chiffres. Par exemple, les ouvriers représentent 21% de la population et leurs enfants sont très rarement à l'université. Ils sont 12% des étudiants, ils sont 7% des élèves de classe préparatoire et 4% des étudiants en école de commerce. Donc en fait, Emmanuel Macron, chez nous, quand il dit la jeunesse doit être libre de choisir son avenir, il parle de sa jeunesse à lui, c'est-à-dire la jeunesse des beaux quartiers, en fait. Donc, d'abord, ce gouvernement, il a été celui qui a refusé de donner accès au RSA dès 18 ans. Je suis désolée, je vais prendre mesure par mesure parce que j'aurais bien aimé analyser la politique jeunesse du gouvernement, mais il n'y en a pas. C'est juste un ensemble de mesurettes incohérentes, donc on va y aller comme ça, comme eux. Donc aujourd'hui, le RSA n'est pas accessible avant 25 ans. Donc ils auront multiplié les discours sur la jeunesse empêchée, sur la jeunesse sacrifiée, mais ce gouvernement n'aura rien fait de sérieux en fait pour empêcher cela. On a attendu presque... Le contrat d'engagement dont on a parlé avec Dan tout à l'heure, mais qui est largement insuffisant. Voilà, qui est un rebranding en fait. Mais justement, on a attendu presque un an ces annonces-là sur le contrat d'engagement. Le ministère du Travail nous faisait miroiter, quand je dis nous, c'est-à-dire à tous les acteurs, à la fois aux journalistes, on a attendu vraiment des mois et des mois ces annonces qui auraient été, selon eux, un RSA des jeunes encore mieux, mais en fait, patatras. On a obtenu ce qu'on disait tout à l'heure, un rebranding d'une ancienne recette qui est la garantie jeune du gouvernement Valls. Juste quelques mots, même si Dan en a déjà parlé, parce que c'est important, ils vont nous la ressortir à mort pendant cette campagne. C'est un dispositif, donc c'est pas un droit,
Donc à chaque fois, en fait, il y a un nombre de places qui est limité. Ce n'est absolument pas comme le RSA. Et les places, il n'y en a que 400 000 pour des jeunes qui pourront toucher une indemnisation qui est de 500 €, donc en dessous du seuil de pauvreté, pour être accompagnés vers l'emploi. Donc ce qui laisse de côté ceux qui sont le plus éloignés du marché de l'emploi en réalité, ceux qui auraient le plus besoin d'une aide. Voilà. Donc, pour les jeunes qui souhaitent rentrer sur le marché du travail, le gouvernement, et ça on peut leur concéder quand même, a sorti le chèque fort. Ça a coûté, le plan Un jeune, une solution, plus de 9 milliards d'euros. Ça, en fait, ça s'apparente pour moi, ce plan, à une liste d'outils mise à disposition des entreprises pour pouvoir jouir du travail des jeunes sans toutefois les payer quand même. Donc c'est le gouvernement qui paye, c'est quand même plus simple. Les entreprises qui ont recruté, par exemple, je donne quelques exemples de ce que c'est concrètement que le plan Un jeune, une solution. Les entreprises qui ont recruté un jeune en CDI ou en CDD d'au moins 3 mois avant mars 2021 ont bénéficié d'une baisse de 4 000 € des cotisations sociales. Pour les apprentis, pour les alternants de moins de 18 ans, c'était une aide de 5 000 €, 8 000 € s'ils étaient majeurs, pour un résultat qui fait pchit. Nous, on l'a écrit 1000 fois, on a expliqué que ça pouvait être un effet d'aubaine pour les entreprises. Et surprise, la Cour des comptes est d'accord avec nous. Pareil. Ah ben voilà. Donc ils disent en gros, je cite, une intervention des pouvoirs publics était légitime, mais celle-ci a été parfois mal proportionnée. Ils ont expliqué ça avant d'assurer que le succès du plan est, je cite, à relativiser. Nous, on s'est montré un peu plus sévère quand même dans le journal. Et pour les étudiants, parce qu'il n'y a pas que les jeunes travailleurs, les beaux jours ne sont pas venus non plus. Macron, candidat, l'avait promis, juré, la main sur le cœur. Macron, président, l'a promis de nouveau 3 fois. C'est la réforme des bourses. J'en parle tout le temps. La réforme des bourses n'est pas venue malgré les promesses. La ministre Frédérique Vidal, tu l'as dit, avait peut-être trop à faire à se battre contre l'islamo-gauchisme ou le wokisme, et donc ils ont failli à leurs promesses. En 2017 comme en 2022, aujourd'hui, l'échelon le plus haut des bourses est encore en dessous du seuil de pauvreté, et le montant de ces bourses dépend toujours du revenu des parents. Donc on est dans une politique sociale très familiarisée qui donc pose de grandes problématiques, et les files devant les distributions alimentaires continuent de s'allonger. Et puis évidemment, on a eu toutes ces polémiques au moment du Covid et de la prise en charge des jeunes, évidemment, et notamment des étudiants. On va passer maintenant à un sujet lui aussi central, dont on a discuté ici très souvent à Mediapart pendant ce quinquennat. C'est évidemment le sujet de la police, avec toi, Camille Polony. On avait demandé en 2017 à Emmanuel Macron pourquoi il était opposé à la solution du récépissé pour empêcher les contrôles discriminatoires au faciès. On va écouter, ça avait donné lieu à tout un développement et à une série de promesses. J'ai lu les livres et les statistiques établis sur le sujet par les spécialistes, donc je ne remets pas du tout en cause la réalité. Je dis que ça ne changera rien à cette réalité dans le contexte actuel. Pourquoi ? Parce qu'il y aura du trafic au récépissé, parce que quand il y a ce niveau de violence, quand il y a ce niveau de défiance de part et d'autre, ça n'est pas un bout de papier qui change la chose. Mais donc, il proposait d'autres solutions. Mettre la caméra portée dans les situations les plus chaudes, comme ça commence à être déployé, je souhaite le généraliser. Ça oui, j'y crois, ça a une efficacité. Et ensuite, moi je veux changer la culture, le mode de management et le recrutement dans la police. Le problème de la France, c'est qu'on a 2 à 3 fois plus de contrôle d'identité que chez les autres. Donc il faut former différemment. Deuxièmement, c'est mettre des policiers dans les quartiers difficiles qui soient plus expérimentés. Tertio, c'est de créer cette police de sécurité quotidienne. On a beaucoup perdu parce qu'on a des policiers qui arrivent dans le quartier qui sont en mode intervention, mais qui ne connaissent pas les jeunes. Et sur le sujet précis des violences policières, voilà ce qu'il disait. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne mette pas en cause la hiérarchie policière quand il y a de manière évidente un problème. Donc il faut qu'il y ait des procédures judiciaires, mais il faut ensuite qu'il y ait une responsabilité policière et administrative quand il y a des comportements déviants. Camille, déjà sur cette dernière phrase, une question d'une responsabilité policière et administrative quand il y a des comportements déviants dans la police, pas d'impunité, promettait Emmanuel Macron. Qu'en dire ? Je crois que la meilleure réponse, c'est l'absence de réforme de l'IGPN depuis le début du quinquennat. C'est-à-dire que l'inspection de la police nationale, qui enquête sur les faits de violences supposées commis par des policiers, est l'institution la plus critiquée sans doute du quinquennat à l'intérieur des forces de police, parce qu'elle n'est pas indépendante, parce qu'elle est composée quasi exclusivement de policiers, alors que dans d'autres pays, il y a des personnalités extérieures, voire d'autres pays s'enorgueillissent de composer cette instance à partir de gens qui ne sont pas policiers.
policiers pour avoir un regard un peu différent. Je pense que ce quinquennat, ça a été le quinquennat peut-être où la question des violences policières est devenue centrale dans le débat public, la question des violences policières et aussi celle du racisme au sein des forces de police. Alors si on commence peut-être par la question des contrôles discriminatoires, parce que c'est là-dessus que Emmanuel Macron revenait peut-être avec le plus de force en 2017. L'idée d'un récépissé qu'il exclut là, chez nous, en réalité, elle avait déjà été enterrée par Manuel Valls en 2012, c'est-à-dire que c'était une promesse de campagne du candidat François Hollande qui a été enterrée tout de suite. Donc aujourd'hui, ça fait 10 ans que cette idée traîne, mais a été exclue par les gouvernements successifs. Le choix qui a été fait, en fait, à la place, et c'est un peu ce que disait Emmanuel Macron dès 2017, c'est celui de développer les caméras piétons, c'est-à-dire des caméras que portent les policiers sur eux quand ils vont en patrouille pour pouvoir filmer les interventions. Donc ça a été fait. Ça a été fait et elles sont en cours de généralisation, c'est-à-dire qu'on en achète progressivement et puis on en équipe progressivement les forces de police. Cet outil-là était censé avoir les mêmes vertus que le récépissé pour lutter contre les contrôles discriminatoires. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? L'enregistrement, il est déclenché à la discrétion des policiers qui décident de le déclencher, et c'est un outil qui n'a aucune utilité contre les contrôles au faciès, mais qui permet simplement aux policiers de se protéger eux-mêmes. Ce qui fait que la problématique des contrôles au faciès aujourd'hui, elle en est strictement au même point qu'au début du quinquennat, au point que des associations, 6 ONG l'année dernière, ont lancé une action de groupe ensemble pour essayer de mettre l'État face à ses responsabilités pour qu'il y ait une petite correction. Plus largement sur le racisme dans les forces de l'ordre, que ce soit envers les citoyens, ou parfois former les policiers différemment. Alors former les policiers différemment, en réalité, ce qui a été fait pendant le quinquennat, c'est d'abord de raccourcir la formation des policiers, en passant d'1 an à 8 mois, pour pouvoir recruter plus de monde, faire plus de promotion de gardiens de la paix chaque année, et ensuite, en fin de quinquennat, de se rendre compte que c'est peut-être pas une bonne idée, parce que le niveau est vraiment très très bas, et de décider de rallonger et de remettre un petit peu d'enseignement sur la déontologie, etc. Mais ça, c'est assez cosmétique finalement, et c'est sur la fin. Donc il n'y a pas du tout eu la refonte de la formation des policiers telle qu'elle avait été promise. Finalement, ce quinquennat, si on doit en retenir quelques aspects sur la police, c'est celui où les Gilets jaunes auront marqué une certaine radicalisation du maintien de l'ordre, avec les consignes du préfet de police de Paris notamment, qui invitait à impacter les manifestants. On se souvient de ce terme qui avait marqué. C'est le quinquennat où il y a des affaires de violences policières aussi marquantes que celle de Michel Zecler, le producteur de musique, de Cédric Chouviat, mort pendant un contrôle de police étouffé, de Geneviève Leguet, la vieille dame de Nice qui avait été gravement blessée pendant un mouvement de police. C'est l'affaire Steve, ce jeune homme qui a été noyé dans le fleuve à Nantes. Et c'est le refus obstiné de l'exécutif à chacune de ces affaires de parler de violence policière, au point d'exclure complètement ce terme du débat public, ou en tout cas de le marginaliser, de le réserver à ceux qui seraient supposés être des opposants à la politique du gouvernement, alors que le gouvernement lui-même n'emploie jamais ce terme et a refusé de changer les modalités d'examen de ces violences policières. En termes de réforme de la police, enfin, alors il y a eu effectivement la création d'une police de sécurité du quotidien, comme en parlait Emmanuel Macron en 2017. En réalité, chaque président, chaque ministre de l'Intérieur successif crée une forme de police du quotidien qui ne veut strictement rien dire, puisque c'est toujours des policiers de sécurité publique qui s'appellent différemment. La réforme de l'IGPN donc n'a pas eu lieu, et il y a eu à la fin du quinquennat ce grand raout du Beauvau de la sécurité, qui finalement n'a servi à peu près à rien, à part à programmer une loi qui n'a pas encore été déposée, et à donner satisfaction aux syndicats de police sur l'essentiel de leurs revendications. Merci beaucoup Camille Polony, avec sur cette, on en parlait tout à l'heure avec Hélène, cette question des violences policières. Emmanuel Macron qui lui-même à un moment ne prononçait même plus le nom, et son gouvernement et a fini par le reprononcer parfois dans certains médias, concédant ce nom, comme si puis le regrettant après. Voilà. Merci beaucoup. On va s'en tenir là pour les sujets de société, et on va terminer ce décryptage de la politique d'Emmanuel Macron et son bilan avec Nejma Brahim, Michel Deléan et Justine Brabant.
Il et elle me rejoignent sur ce plateau et on va commencer avec Nejma Brahim. Salut Nejma, tu suis à Mediapart les questions liées aux migrations, et là notamment la question des exilés. Alors, on va passer un extrait, c'était pas 2 jours avant l'élection de 2017, c'était en novembre 2016. Emmanuel Macron était venu à Mediapart et ce soir-là, il avait expliqué comment il comptait gérer la crise migratoire et on va entendre à nouveau de belles paroles. Je pense que sur le sujet des réfugiés, en effet, on a besoin d'un discours de sens et d'un discours moral, éthique au sens fort du terme, c'est-à-dire qui élève tout le monde. Nejma, une promesse donc d'éthique et d'humanité au vu du bilan d'Emmanuel Macron sur ces questions, que t'inspire ce discours de l'époque ? Eh bien, Mathieu, le moins qu'on puisse dire, c'est que question éthique, humanité, on en est très loin. On a en fait une véritable politique de non-accueil, comme beaucoup de chercheurs et de militants des associations peuvent le qualifier, qui s'est mise en place sous Macron, avec toujours autant d'exilés qui survivent dehors, dans les rues de Paris notamment, mais pas que, alors que le chef de l'État avait promis, je cite, de loger tout le monde dignement, de ne plus avoir des femmes et des hommes dans les rues et les bois, pour reprendre ces mots. Et ces mêmes personnes ont aussi subi le harcèlement, les violences des forces de l'ordre, notamment, comme en région parisienne, où elles sont chassées toujours plus loin de la capitale parce qu'il faut qu'elles soient invisibles aux yeux de la société, et place de la République à Paris, notamment en novembre 2020, on s'en souvient, où une action pacifique avait été fortement réprimée par les forces de l'ordre. On a aussi l'exemple de Calais, où la situation ne s'est pas améliorée depuis le démantèlement de la jungle en 2016. Les camps existent toujours, mais les autorités font tout pour les invisibiliser au nom de la politique zéro point de fixation. Donc on veut surtout pas avoir de nouveau une grande jungle comme celle qu'on a pu avoir à Calais, ce qui donne lieu en fait toutes les 48 heures à des évacuations de campements de migrants où les exilés peuvent être malmenés, où des affaires personnelles peuvent être confisquées et où, par exemple, des tentes peuvent être lacérées, comme on a pu le voir notamment grâce aux photos de Louis Vuitton. Il y a aussi des arrêtés préfectoraux qui sont venus interdire les distributions alimentaires par les associations non mandatées par l'État, ce qui est quand même assez grave, et les bénévoles de ces associations sont en fait régulièrement verbalisés. Avec l'Angleterre, Macron voulait que le Royaume-Uni gère avec l'Union européenne le problème des réfugiés. Il avait qualifié ça de problème aux frontières de l'Union. Il avait aussi parlé de fardeau s'agissant des camps de migrants là-bas. Finalement, l'Angleterre a continué d'externaliser la gestion de ses frontières. Elle nous a même fait un chantage financier ahurissant. Elle a proposé des projets totalement délirants, notamment en 2021, concernant l'externalisation de ses frontières, sans que la France ne s'en insurge outre mesure. En Méditerranée, il y a toujours eu plus de naufrages et de décès. Depuis 2017, il y a 11 000 personnes qui ont péri en mer, alors que Macron avait écrit dans son livre Révolution qu'il fallait mettre fin au scandale moral et humain, je cite, de la traversée des déserts et de la Méditerranée. On a aussi eu la crise humanitaire entre la Pologne et la Biélorussie fin 2021. Le président a brillé par son silence. À aucun moment il a proposé d'accueillir les quelques milliers de migrants qui étaient massés à la frontière dans des conditions totalement indignes. Et on le sait, parmi les morts qu'on a pu identifier, au moins une dizaine de personnes a perdu la vie là-bas. On n'oublie pas non plus la loi Asile et Immigration qui a quand même marqué son mandat, donc la loi qu'on a surnommée Collomb, qui est venue rallonger notamment la période de rétention des personnes en situation irrégulière, donc en la faisant passer de 45 jours à 90 jours, en autorisant le placement des enfants en centre de rétention administratif, donc en CRA, et en réduisant par 2 le délai de recours pour les demandeurs d'asile qui auraient vu leur demande d'asile rejetée en première instance par l'OFPRA. Voilà, donc tout ça fait que la politique finalement migratoire de Macron se résume à un recul des droits des étrangers. Je pense aussi à l'accès aux soins en pleine pandémie qui a vu de nombreux obstacles s'imposer. Beaucoup de drames sur le plan humain, mais aussi de mépris, quand il a parlé par exemple de Kwassa Kwassa qui amenait du comorien, je cite, et non du poisson, ou quand plus récemment il a préféré nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants au lendemain de la chute de Kaboul, en nous montrant finalement une fois de plus qu'il était bien loin de l'humanisme auquel il prétendait au départ.
Merci Nejma. Un mot là-dessus, Hélène, tu voulais réagir? En fait, c'est vrai que tout ce que décrit Nejma a aussi été accompagné d'expressions publiques qui étaient très éloignées de ce qu'Emmanuel Macron défendait quand il était encore candidat en 2017, notamment quand il avait salué ce qu'avait fait Angela Merkel à l'époque dans l'accueil des réfugiés. Dès qu'il a été élu, et comme tu le disais avec la loi Asile et Immigration, le discours a changé du tout au tout. Tant et si bien que c'est devenu une arme politique parce qu'il a commencé à vraiment s'emparer d'immigration, de la question politiquement de l'immigration à l'automne septembre 2019 en organisant un grand débat que même ses ministres et son gouvernement ne voulaient pas à l'époque. Il fallait assister en fait à ce moment-là à l'Assemblée nationale à ce débat. C'était vraiment, enfin, on les voyait arriver en traînant les pieds, ils savaient pas pourquoi ils étaient là, pourquoi ils faisaient ça. Bon, parce que, en fait, tout simplement parce que c'était une simple visée politique, et tellement une visée politique qu'à cette même époque, il donne un entretien fleuve à valeur actuelle sur la question de l'immigration. C'est vrai qu'être président de la République, se réclamer de l'humanisme et de l'universalité et accorder son premier grand entretien accordé à la question migratoire à un hebdomadaire d'extrême droite, ça fait un petit peu sens dans un quinquennat. Merci Hélène, on va passer au sujet des affaires maintenant avec toi Michel Deléan, journaliste au pôle enquête de Mediapart. Évidemment, les lecteurs te connaissent bien. Michel, lorsqu'on avait reçu Emmanuel Macron, eh bien, il plaidait, et pas que sur ce plateau d'ailleurs, dans sa campagne en 2017, l'exemplarité en politique. Il voulait renouveler les pratiques. On était, vous vous en rappelez, en pleine affaire Fillon, et donc on lui avait posé une question sur ça, on écoute. Dans le cas de François Fillon, je vais être très prudent parce que il a présomption d'innocence. Mais on voit bien que même ce que lui-même a reconnu, c'est ce que ne peuvent plus comprendre nos concitoyens qui, quand bien même c'est dans le champ de la légalité, n'est pas explicable et est sorti du champ de la moralité ou de l'entendable collectif. Donc on est quand même d'accord sur le diagnostic, voilà, il y a une urgence, puisque vous nous dites que c'est le projet le plus urgent, moraliser la vie publique. Je dis ça parce que c'est une lèpre qui corrompt le rapport à la politique. Il faut moraliser la vie politique, c'est une lèpre, la corruption qui corrompt le rapport à la politique. Cette promesse de moralité, Michel, quel est le bilan là-dessus ? La lèpre n'a pas disparu, Mathieu. Ouais. La lèpre n'a pas disparu. Il y a eu pendant quelques semaines une impression que le nouveau président allait tenir ses promesses, donc le président de la probité, le président de la transparence. La première loi qu'il fait voter, c'est une loi sur la confiance dans la vie politique. D'ailleurs, c'est plus une loi sur la moralisation, mais sur la confiance. Bon, on a changé l'intitulé, mais il y a quelques petites avancées dans cette loi. Et puis, quand les premières difficultés judiciaires apparaissent au mois de juin 2017... Pour des ministres ? Voilà, pour des ministres du premier gouvernement, qui à l'époque était celui d'Édouard Philippe. On parle en l'occurrence de François Bayrou. Voilà, donc il y a le départ de François Bayrou et de Richard Ferrand. Il y a aussi Marielle de Sarnez. Donc il y a 4 ministres au mois de juin qui démissionnent pour ce qu'on tenait à l'époque, ce qu'on appelait la jurisprudence Balladur. C'est-à-dire qu'un ministre mis en examen, pour pouvoir se défendre et pour ne pas mettre son gouvernement en difficulté, quitte le gouvernement. Et bon. D'ailleurs, il avait dit ça dans sa campagne. Un ministre en examen doit démissionner. Il allait un peu plus loin, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'était pas mis en examen, mais il partait quand même parce que le soupçon était... C'est ça, il allait même plus loin qu'en effet cette... Il allait plus loin, et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que ce soit pour Richard Ferrand ou pour Bayrou et ses amis du Modem, eux démissionnent avant même d'être mis en examen, ils démissionnent dès qu'il y a une ouverture d'enquête. Donc ça, c'est la première phase. Donc là, c'est la première phase. On s'apercevra par la suite que tout ça est un peu cosmétique, puisque François Bayrou, en 2020, une fois mis en examen, revient par la fenêtre, il est nommé au commissaire au plan, et puis Richard Ferrand, qui était retourné à l'Assemblée, tout le temps où il est mis en examen, il reste président de l'Assemblée. Donc on voit que tout ça, c'est un peu factice. Les vraies difficultés, en fait, vont arriver avec l'affaire Benalla et avec l'affaire Koller. Dans l'affaire Koller, en 2019, il se produit Alexis Koller, bras droit d'Emmanuel Macron, secrétaire général de l'Élysée, menacé par une enquête pour prise illégale d'intérêt en lien avec l'armateur MSC. Et en 2019, Emmanuel Macron écrit de sa blanche main une lettre au parquet national financier pour mettre son bras droit hors de cause. Et le parquet national financier ça touche au président, on ne regarde pas. Bon, ça c'est quand même un acte qui est assez incroyable. L'affaire sera relancée d'ailleurs par Anticor.
Et puis l'affaire Benalla. On franchit. Alors l'affaire Benalla, tout le monde l'a en tête, effectivement. On protège Benalla jusqu'à ce que l'affaire éclate sur la place publique. Et puis on voit des petits accommodements, des accommodements quand même avec les règles qui sont assez gênants. Et en 2020, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a une part de cynisme ou de gestion complètement décomplexée de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a 2 ministres qui sont visés par des affaires quand même très ennuyeuses et qui sont promus. Donc il y a Darmanin qui est visé par une plainte pour viol et une plainte pour abus de faiblesse déposée par 2 jeunes femmes, qui est promu ministre de l'Intérieur. Donc le ministre de tutelle des enquêteurs qui enquête et sur lui et sur tous les auteurs présumés de violences sexuelles, c'est un peu gênant. Et Olivier Dussopt qui est visé par une affaire pour des faits de corruption et qui est promu aussi au gouvernement. Donc là, on voit bien que finalement, les promesses de probité et de transparence sur fond d'affaires Fillon sont très très loin. Et le summum de tout ça, c'est la gestion de l'affaire Éric Dupond-Moretti. La nomination, le ministre de la Justice, sa nomination déjà est ressentie par les magistrats comme une provocation, puisque Éric Dupond-Moretti, qui est un avocat médiatique et très célèbre, bouffe du juge à longueur de journée sur les plateaux de télé et sur les plateaux de radio. Quand il est mis en examen pour des faits commis dans ses fonctions de ministre de la Justice, mis en examen par la Cour de justice de la République, ce qui est une première, on se dit, il ne peut pas rester ministre de la Justice en étant mis en examen. Non seulement il reste, mais Emmanuel Macron prend sa défense et au Conseil des ministres fait une tirade sur le fait que la justice est une autorité et que lui, sous son règne, ça ne deviendra pas un pouvoir. Donc on voit que là, il y a un mépris absolument terrible pour l'institution judiciaire, qu'on verra encore avec le maintien d'Alain Griset au gouvernement, le célèbre ministre délégué au PME, qui sera maintenu au gouvernement alors qu'il va être jugé pour avoir menti sur sa déclaration d'intérêt et de patrimoine, et qui sera démissionné seulement une fois condamné. Donc là, on est quand même assez loin des promesses initiales. Hélène, un petit mot là-dessus, parce que Michel a parlé du tournant de l'affaire Benalla. Il y a un vrai tournant à ce moment-là. La première phase, un petit peu plus attentive à ce sujet des affaires, et puis l'affaire Benalla. L'Élysée est directement concernée, et donc là, du coup, ça se crispe beaucoup à l'Élysée pour rendre des comptes. Il y a bien sûr un enregistrement célèbre, enfin une scène célèbre où Emmanuel Macron dit écoutez, qu'ils viennent me chercher. Il dit ça à ses ministres et aux députés. Et puis il y a cette phrase aussi qui concerne plus le travail des journalistes. Quand il s'agit des affaires, il dit: nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. C'est-à-dire que quand il a commencé à être attaqué sur les affaires, Emmanuel Macron s'en est pris aux médias. En fait, c'est assez intéressant comme rhétorique, parce que ce sont les affaires qui ont éclairé le regard d'Emmanuel Macron et la façon dont il considère le journalisme en France. C'est un pouvoir qui a essentiellement travaillé sur la communication, des images très léchées, des vidéos et des sons fournis principalement par les équipes de l'Élysée, un verrouillage assez fort. Moi, c'était mon premier quinquennat, mais de ce que j'en ai compris de mes petits camarades de jeu, d'autres journaux qui ont suivi des pouvoirs précédents, rarement en fait sous la Ve République on a eu un pouvoir aussi verrouillé qui on pouvait accéder à des gens, on pouvait parler parfois. Là maintenant c'est très difficile. C'est très difficile et d'autant plus quand on est Mediapart et qu'on cherche les vérités cachées sous la communication. C'est très compliqué, ça a créé beaucoup de tensions sous ce quinquennat qui par ailleurs se sont traduites par des lois dont on a pas mal parlé à Mediapart, mais la loi sur les lanceurs d'alerte, la loi sur les fake news, au moment des discussions sur la loi sécurité globale, la possibilité ou pas pour les journalistes de filmer. Enfin, il y avait un rapport à la vérité journalistique et aux faits qui venait en confrontation avec ce que ce pouvoir adore manier, qui est la communication, des choses très propres sorties du palais. Tout à l'heure, dans le premier plateau, tu voulais glisser un petit mot sur les libertés publiques. C'est peut-être l'occasion, puisque sur cette question de des affaires, de la gestion du pouvoir, tu voulais glisser un petit mot sur les libertés publiques. En fait, on a beaucoup écrit là-dessus aussi. Il y a eu, sur tout un nombre de sujets, sous ce quinquennat, un recul des libertés publiques. Ont été malmenés le droit de manifester, le droit de la presse, le droit d'association. Beaucoup de principes fondamentaux, en fait, ont été bousculés
par ce pouvoir. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que Emmanuel Macron, quand il était arrivé, bien conseillé, j'imagine, en 2017, avait expliqué, par exemple, s'agissant de la sécurité, que les lois de circonstance ne servent à rien. On sait aujourd'hui qu'à chaque fois qu'il y a un traumatisme de société, je pense par exemple aux attentats, et on en a connu, on n'en a pas parlé là, mais il y a eu quand même un gros traumatisme pendant ce quinquennat, qui est l'assassinat terroriste de Samuel Paty, qui font bouger en fait évidemment la société, les émotions de tout un chacun, et qui malheureusement souvent sont pris politiquement dans l'urgence de l'émotion, dans l'urgence, voilà. Et donc dans ce genre de situation, on voit souvent ressurgir des personnes qui se disent que le Conseil constitutionnel, c'est un peu pénible quand même parce que ça empêche de faire des choses, que la Constitution est chouette, mais enfin quand même, elle a plein de biais parce que si elle n'était pas là, quand même, on pourrait ajouter et empiler comme ça de la surveillance, du sécuritaire et tout ça. On sait aujourd'hui, et beaucoup de penseurs, de chercheurs, de chercheuses l'ont théorisé année après année, que tout ça confine toujours à la catastrophe politique. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils l'ont fait en prenant une énième loi anti-casseurs au moment après les Gilets jaunes. Ils l'ont fait après l'assassinat de Samuel Paty en essayant de tripatouiller des choses et ça a donné cette loi séparatisme. Et en règle générale, tout ce que ça donne, c'est pas grand-chose en termes de renforcement de la sécurité des gens, mais beaucoup de choses en termes de recul de nos libertés publiques. Merci beaucoup, Hélène. On va terminer ce gros bilan avec la rédaction de Mediapart, avec toi, Justine Brabant, du pôle international de Mediapart. C'est important, les sujets internationaux. Voilà la façon dont Emmanuel Macron, à 2 jours de son élection, concevait sa politique internationale. Je crois qu'on a un peu cédé à la tendance néo-conservatrice et des interventions parfois malheureuses. Je pense à la Libye, mais pas que. Je souhaite revenir à une filiation française que je qualifierais plutôt de gaulo-mitterrandienne ou chiracienne. C'est-à-dire l'intervention armée, elle a du sens quand elle s'inscrit dans une feuille de route diplomatique. Là où il y a du risque et ces points de déséquilibre, notre pire ennemi après les djihadistes et les terroristes islamistes, ce sont les États faillis. Et donc, je ferai tout pour qu'on maintienne la stabilité des États. Alors, Justine, les grandes références étaient convoquées. Emmanuel Macron a-t-il donc été, sur la scène internationale, un président, je cite, gaulo-mitterrandien ? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je vais essayer de le redire en 2 mots. Alors, non pas particulièrement, pour spoiler, comme on dit, pour divulgacher. D'abord parce que finalement, cette opposition entre gaulo-mitterrandien d'une part et néoconservateur d'autre part, elle est peut-être pas si pertinente pour comprendre la politique étrangère française ces dernières années. L'idée qui est derrière, je te la refais, Mathieu, c'est que la politique étrangère française aurait connu une rupture avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Avant lui, on aurait eu une forme de consensus, gaulo-mitterrandien, donc, basé sur l'idée d'une France indépendante et autonome, notamment vis-à-vis des États-Unis. La présidence Sarkozy aurait marqué une rupture là-dedans et constitué un tournant néoconservateur qui s'est notamment manifesté par l'intervention militaire en Libye avec les conséquences que l'on sait. Mais ces étiquettes, et plusieurs chercheurs s'accordent à le dire aujourd'hui, sont finalement un peu réductrices. Sarkozy puis Hollande n'ont pas toujours été complètement alignés sur les positions américaines et De Gaulle lui-même s'est parfois aligné sur les positions de Washington, par exemple lors de la crise des missiles de Cuba. Quand bien même on considérait ces référents comme un peu pertinents pour comprendre la politique étrangère française, ce serait difficile de considérer Macron comme gaulo-mitterrandien. D'abord, il ne s'est pas spécialement intéressé à la situation au Proche-Orient, hormis ponctuellement au Liban. Il n'a pas toujours marqué une grande distance avec les États-Unis, par exemple sur le Venezuela, et en même temps, il n'a pas complètement réussi à acquérir la confiance des Russes, ce qui est un autre des piliers du gaulo-mitterrandisme, si l'on suppose que ça existe. Et alors, dans l'interview qu'on a vue en 2017 à Mediapart, il disait notre pire ennemi après les djihadistes et les terroristes islamistes, ce sont les États faillis. Il parlait et il disait, voilà, ça c'est vraiment l'enjeu majeur. Qu'a-t-il fait contre eux, donc, ces pires ennemis? Est-ce qu'il a vraiment agi? Alors, on va pas se le cacher sur ces questions. Le bilan d'Emmanuel Macron est compliqué. Sur la lutte contre le terrorisme islamiste, d'abord, personne ne s'attendait à ce que la France, à elle seule, en 5 ans, mette fin au groupe djihadiste. Mais quand même, les autorités politiques et militaires françaises estimaient pouvoir au moins limiter la progression des groupes djihadistes au Sahel à travers l'opération militaire Barkhane. Or, Barkhane, dont on a annoncé la fin ce 17 février, s'est soldé par un échec.
échec, peu de monde le conteste, sauf l'armée française. Un échec militaire d'abord, près de 8 ans après ses débuts, ces groupes non seulement n'ont pas été contenus, mais se sont étendus et représentent aujourd'hui une force politique importante dans la région. Ils contrôlent des pans entiers de territoire, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et ailleurs. On pourrait répondre, oui, mais ça, c'est pas forcément du fait de Emmanuel Macron directement, personnellement, parce que cette guerre était, beaucoup considèrent que cette guerre était ingagnable de toute façon. Oui, mais Barkhane, ça a aussi été un échec politique et diplomatique, et pour le coup, dans cet échec-là, Emmanuel Macron porte une part de responsabilité personnelle. Le président français, pendant 5 ans, il a multiplié les marques de condescendance, voire on considérait certains de mépris vis-à-vis de ses homologues sahéliens, avec qui donc il était supposé travailler étroitement pour combattre le terrorisme, comme quand il les a littéralement convoqués lors du sommet de Pau, il les a convoqués en France en janvier 2020. Deuxième exemple d'erreur politique, le soutien continue à bout de bras et jusqu'au bout au président malien Ibrahim Boubacar Keïta, malgré le fait que, donc on le surnomme IBK, était incapable de répondre aux problèmes sécuritaires posés par ces groupes djihadistes, et malgré le fait que son entourage était englué dans des affaires de corruption, on l'a soutenu jusqu'au bout. Alors peut-être justement au nom d'une certaine idée de la stabilité et pour lutter contre ces États faillis, comme il le disait, mais manifestement ça a été plutôt contre-productif, puisque IBK a finalement été renversé par un coup d'État en 2020. Merci beaucoup, Justine Brabant du Pôle international de Mediapart. Merci à tous les 4 et merci à toi, Hélène, d'avoir tenu tout ce temps ici sur le plateau pour parler de ce bilan d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle notre offre exceptionnelle pour la présidentielle. Abonnez-vous à Mediapart 3 mois pour 9,90 € l'élection présidentielle. C'est ici sur Mediapart. On se retrouve très vite. À bientôt.